Ma femme s'est habillée pour un autre homme, m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tu as toujours tout accepté. » J'ai souri et n'ai rien dit. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'écoutais déjà ses secrets depuis 3 semaines, et ce que j'avais entendu allait lui coûter tout. Je m'appelle Gary Lagne. J'ai 46 ans. J'ai travaillé comme chef de la sécurité au centre commercial Milberg Square à Columbus, Ohio, pendant les 11 dernières années. Avant cela, j'ai passé 8 ans dans la prévention des pertes pour une chaîne de vente au détail régionale. Je sais observer les gens. Je sais lire une situation, repérer quand quelque chose ne va pas avant que quiconque dans la pièce ne le remarque. C'est l'amère ironie de tout cela. J'ai passé toute ma carrière à apprendre à voir ce que les autres manquent. Et j'ai passé 2 ans à refuser de voir ce qui se passait dans ma propre maison. Donna et moi nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux 28 ans. Elle dirigeait un salon de coiffure à 2 pâtés de maison de mon travail. Nous nous sommes mariés 4 ans plus tard. Nous avons eu Cooper, puis Lily. De bonnes années, la plupart du temps. Pas parfaites. Celles de personne ne le sont, mais solides. Du moins, c'est ce que je pensais. La nuit dont je parle était un jeudi fin octobre. Je suis rentré après un service de 12 heures pour trouver Donna devant le miroir de la salle de bain, se maquillant à 19 heures. Pas le maquillage quotidien, mais le traitement complet, fond de teint, eyeliner, tout y était. Elle portait une robe vert foncé que je n'avais jamais vue auparavant. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et les regardai un instant. Cooper était dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Lily était à la table de la cuisine avec ses crayons de couleur. « Où vas-tu » ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Donna ne s'est pas retournée. Elle a juste continué à travailler son eyeliner et a dit « Sortir avec les filles du salon ». Je n'ai pas insisté. Je suis allé à la cuisine, j'ai aidé Lily avec son dessin, j'ai réchauffé les restes de pâtes de la veille, mais quelque chose pesait lourd dans ma poitrine pendant tout le dîner. Vers 20h30, Donna est descendue avec son sac à main sur l'épaule, les clés à la main. Elle m'a regardé depuis l'embrasure de la porte de la cuisine et, un instant, quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité exactement, plutôt une décision en cours. « Ne m'attends pas » a-t-elle dit. « Je ne le fais jamais » ai-je répondu. Elle a légèrement incliné la tête, comme si elle décidait de dire quelque chose de plus. Puis elle l'a fait. Sa voix était monocorde, presque ennuyée. « Tu sais quel est ton problème, Gary ? Tu as toujours tout accepté. Peut-être devrais-tu continuer à le faire. » Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai souri, un sourire calme et stable, et n'ai rien dit. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà mis dans ce sac. 20 minutes plus tôt, pendant qu'elle était sous la douche, j'avais glissé un petit appareil d'écoute dans la doublure intérieure de son sac. Un de mes contacts, Frank Doyle, l'avait déposé 2 jours auparavant. Frank était un vieil ami de mes jours de prévention des pertes, maintenant gérant des enquêtes privées depuis un bureau de 2 pièces à Westerville. Je ne l'avais pas appelé sur un coup de tête. Je préparais ça depuis des semaines. La porte d'entrée s'est fermée. Je suis resté dans la cuisine silencieuse pendant 1 minute, écoutant Lily fredonner doucement son dessin. Cooper est apparu dans le couloir, son sac à dos toujours sur une épaule. « Où est maman ?»« Sorti un peu » ai-je dit. « Tu as mangé ?» Il a secoué la tête. J'ai réchauffé les pâtes, lui ai versé un verre de lait et me suis assis à table pendant qu'il mangeait. Des choses normales de soir de semaine, sauf que mes mains étaient plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. Quelque chose avait changé. Je ne poursuivais plus un sentiment. Je collectais des faits, et j'étais très bon à ça. J'ai appelé Frank le lendemain matin pendant que les enfants étaient à l'école. Il était juste après 9h et j'étais assis à la table de la cuisine avec une tasse de café qui avait refroidi 10 minutes plus tôt. Donna était rentrée vers minuit, n'avait rien dit, était allée directement au lit. Je l'avais entendu bouger dans l'obscurité, mais j'avais fait semblant de dormir. Frank a décroché au 2e coup. Elle a mordu à l'hameçon, a-t-il demandé avant même que je puisse dire bonjour. Elle a pris le sac, ai-je dit, ce qui signifie qu'elle a pris tout ce qu'il contenait. Frank a laissé échapper un soupir léger. Donne-lui 12 heures. L'appareil a besoin de temps pour enregistrer suffisamment d'audio. Je récupérerai le flux ce soir et nous partirons de là. Je connaissais Frank Doyle depuis 16 ans. Nous avions travaillé ensemble dans une entreprise régionale de prévention des pertes à l'époque où j'apprenais encore les ficelles du métier.
Il m'a appris la plupart de ce que je sais sur l'observation des gens sans être observé soi-même. Quand il a ouvert sa propre entreprise, je n'ai pas été surpris. Frank était le genre d'homme qui avait besoin de gérer sa propre opération. Il était méthodique, silencieux et complètement dénué de sentimentalisme en ce qui concernait les faits. Cette dernière partie était exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Je suis allé travailler cet après-midi-là et j'ai géré mon service en pilote automatique, j'ai vérifié les journaux des caméras de nuit, j'ai briefé l'équipe du matin, j'ai parcouru le couloir et 2 fois. Milberg Square était calme les vendredis avant midi. J'appréciais la routine. Cela me permettait d'avoir les mains occupées pendant que ma tête travaillait sur tout ce à quoi je ne voulais pas penser mais ne pouvais pas m'arrêter de faire. Ron Brigg m'a arrêté près de l'entrée de service vers 14 heures. Ron avait 47 ans. Il travaillait avec l'équipe au sol sur mon service. Nous étions amis depuis 3 ans. Pas proches, mais le genre d'amis au travail avec qui on prend un café et on échange des plaintes sur la direction. Il était appuyé contre le mur près du quai de chargement, faisant défiler son téléphone. « Tu as l'air mal en point », a-t-il dit en me voyant. « Mauvaise nuit », ai-je dit. « Donna te tient éveillé. » Il l'a dit avec un demi-sourire. Le genre censé être inoffensif. J'ai arrêté de marcher. Quelque chose dans la façon dont il a dit son nom. Trop décontracté, trop facile. Ça m'a paru faux. Je l'ai enregistré sans réagir. C'est le métier. Tu remarques sans te trahir. Quelque chose comme ça, ai-je dit, et j'ai continué à avancer. Je n'ai pas beaucoup pensé à Ron cet après-midi-là, mais je ne l'ai pas oublié non plus. Frank m'a appelé à 20 h ce soir-là. Je suis sorti sur le porche arrière pendant que Donna donnait le bain à Lily et que Cooper finissait ses devoirs. « Tu vas vouloir t'asseoir », a dit Frank. « Je suis debout », lui ai-je dit. Il m'a fait écouter un extrait de 2 minutes au téléphone. La qualité audio était nette. L'équipement de Frank l'était toujours. J'ai d'abord entendu la voix de Donna, puis celle d'un homme. Le nom de l'homme est apparu 2 fois, Bryce. Ils ont parlé d'un restaurant la semaine prochaine, et puis Donna a dit quelque chose qui m'a frappé comme un pneu crevé à vitesse d'autoroute. Elle a dit, il n'a toujours aucune idée. Honnêtement, Frank, je veux dire Gary. Gary est inutile à cet égard. Il accepte juste les choses. Il y a eu des rires, le sien et le sien. Je suis resté sur le porche arrière un long moment après la fin de l'extrait, regardant le chêne des voisins se balancer dans le vent d'octobre. J'ai repensé à la façon dont elle m'avait regardé la nuit précédente quand elle avait dit « Tu as toujours juste accepté les choses ». Elle parlait de plus d'une conversation. Ce n'était pas un lapsus. C'était un schéma. Il y a plus, a dit Frank, beaucoup plus. Elle a mentionné de l'argent, Gary. Des transferts. Je veux que tu retires tes relevés de compte joints, pas en ligne. Va à la succursale en personne et demande des copies papier. N'utilise pas l'ordinateur partagé. Compris, ai-je dit. Et encore une chose. Frank a fait une pause. Elle a mentionné quelqu'un à ton travail. Elle a dit qu'il la tenait au courant. Je n'ai rien dit pendant un moment. Le chêne continuait de se balancer. Elle a donné un nom, ai-je demandé. Ron, a dit Frank doucement. J'ai expiré par le nez, lentement et régulièrement. 11 ans de travail de sécurité m'avaient appris une chose par-dessus tout. Le moment où tu montres ton jeu est le moment où tu perds l'avantage. Ron continuerait de penser que je ne savais rien. Pour l'instant, c'était exactement là où j'avais besoin de lui. Merci, Frank, ai-je dit. Laisse l'appareil en marche. Je suis rentré, j'ai vérifié les enfants et je me suis assis au bord de mon lit dans le noir pendant quelques minutes. L'homme que Donna pensait avoir épousé aurait été dévasté par ce que je venais d'entendre. Peut-être l'aurait-il confronté ce soir-là même ou l'aurait-il avalé et n'aurait rien dit pendant une autre année. Je n'étais plus cet homme. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à chercher un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai pris congé le lundi. Mon premier jour personnel utilisé en plus d'1 an. J'ai dit à mon superviseur que j'avais une affaire de famille à régler, ce qui était la chose la plus honnête que j'ai dite à voix haute depuis des semaines. Mon premier arrêt fut la succursale bancaire de Morse Road. Je suis entré, j'ai demandé un guichetier que je ne reconnaissais pas et j'ai demandé des relevés imprimés de nos comptes courants et d'épargne conjoint remontant à 18 mois. La femme derrière le comptoir m'a jeté un regard poliment perplexe.
La plupart des gens utilisaient simplement l'application, mais à tout imprimer sans poser de questions. J'ai plié les papiers dans ma veste et je suis rentré chez moi. Je suis resté dans ma voiture sur un parking de centre commercial pendant 40 minutes à éplucher les chiffres. Ce que j'ai trouvé a rendu mon café froid. 11 retraits sur 14 mois. Chacun entre $800 et $2200. Chacun effectué les jours où je travaillais de longues heures. Le total s'élevait à un peu plus de $14 000. Retirés de nos économies communes en des montants suffisamment petits pour ne pas déclencher d'alerte automatique. Donna avait toujours géré les finances du ménage. Je lui faisais entièrement confiance pour cela. Je comprenais maintenant ce que cette confiance m'avait coûté. J'ai appelé Frank depuis la voiture. Elle a écrémé le compte joint, lui ai-je dit, $14 000 sur 14 mois. Frank est resté silencieux un instant. Fais une capture d'écran et photographie chaque page avant de les rendre. Puis donne ces papiers à ton avocat avant qu'elle ne rentre aujourd'hui. J'avais déjà pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Patricia pour le mercredi matin. Frank l'avait recommandée. Je ne la connaissais pas encore, mais je commençais à comprendre que les prochaines semaines seraient moins une question de sentiment et plus une question de documentation. Quand je suis rentré, la voiture de Donna était partie. Cooper était à l'école. Lily a son programme parascolaire jusqu'à 16 heures. J'avais la maison pour moi tout seul. Je ne sais pas exactement ce qui m'a poussé à entrer dans le garage. Appelez ça l'instinct. La même chose qui vous fait ralentir quand une pièce semble étrange avant de pouvoir expliquer pourquoi. J'étais allé dans ce garage une centaine de fois le mois dernier. Mais ce matin-là, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. L'ancien matériel de camping dans le coin arrière, 2 sacs de sport et une bâche pliée, était empilé différemment de ce dont je me souvenais. L'un des sacs de sport était fermé hermétiquement et poussé derrière une étagère de rangement d'une manière qui semblait délibérée. Je l'ai sorti, je l'ai ouvert. À l'intérieur, une paire de chaussures habillées pour homme d'une taille que je ne porte pas, une trousse de toilette en cuir qui n'était pas la mienne, plusieurs liasses de billets de banque tenus par des élastiques. Je les comptai plus tard. $3100. Et tout en bas, une enveloppe Kraft. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 2 billets d'avion. Columbus à Tampa départ le 19 décembre. 2 noms, Donna Lagne et Bryce Howell. Le 19 décembre, c'était 6 jours avant Noël. Je suis resté dans le garage avec cette enveloppe à la main et j'ai pensé à Cooper qui m'avait demandé la semaine dernière si nous allions faire le sapin cette année. J'ai pensé à Lily choisissant les décorations qu'elle voulait dans le bac du placard. Et j'ai pensé à Donna qui m'avait dit au dîner il y a 3 semaines que peut-être nous devrions faire quelque chose de différent pour les fêtes cette année. Rester discret. Elle ne parlait pas de sauter les décorations. Elle planifiait sa sortie. J'ai tout photographié exactement comme je l'avais trouvé, puis j'ai refermé le sac et l'ai remis précisément là où je l'avais trouvé. Elle ne devait pas savoir que j'y étais allé. J'avais besoin qu'elle se sente en sécurité encore un peu de temps. Cet après-midi-là, je me suis assis avec Cooper pendant qu'il faisait ses devoirs de mathématiques, et nous avons regardé 30 minutes d'un match ensemble avant le dîner. Normal, stable. Je n'ai rien laissé transparaître sur mon visage. Une fois les enfants couchés, j'ai appelé Frank et lui ai lu les noms sur les billets. Bryce Howell, a répété Frank, donne-moi 24 heures. Il a rappelé le lendemain matin. Ce qu'il m'a dit a ajouté une couche que je n'avais pas prévue. Bryce Howell, 40 ans, n'était pas un homme célibataire cherchant un nouveau départ avec la femme de quelqu'un d'autre. Bryce Howell était marié. Le nom de sa femme était Karen. Ils avaient une fille de 9 ans. Ils vivaient dans une banlieue de Cleveland, à environ 2h30 au nord de chez nous. Ils venaient à Columbus 2 ou 3 fois par mois, ostensiblement pour le travail en tant que représentant commercial régional pour une entreprise de matériaux de construction. Donna pensait qu'elle courait vers quelque chose de réel. Elle n'avait aucune idée quelle était l'autre femme dans sa propre liaison. J'ai noté cela dans le carnet que j'avais commencé à tenir. Date, heure, source. De la même manière que j'avais été formé à documenter les incidents au travail pendant 11 ans. Chaque fait comptait. Chaque fait avait sa place. Mercredi matin, je suis entré dans le bureau de Patricia avec un dossier, un carnet et une clé USB. Elle a tout examiné sans expression, prenant occasionnellement des notes, posant parfois une question. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de lecture. Monsieur Lagne, a-t-elle dit,
vous avez fait plus de travail préliminaire que la plupart des clients ne m'apportent après 3 mois d'efforts. Quand voulez-vous déposer les papiers? Quand le moment sera venu, ai-je dit, pas encore. Elle a hoché la tête lentement. Alors continuez à faire exactement ce que vous faites. Ron Brigg travaillait sous mes ordres depuis 3 ans. Il était ponctuel, compétent et ne causait jamais de problème sur le terrain, ce qui était précisément la raison pour laquelle je l'avais toujours gardé à une distance professionnelle confortable. Dans le travail de sécurité, les gens qui ne causent jamais de problème sont parfois ceux que l'on surveille le plus attentivement. Les problèmes ont une façon de surgir des coins tranquilles. Après ce que Frank avait extrait de l'enregistrement audio, Donna mentionnant Ron par son nom comme quelqu'un qui la tenait au courant, j'ai commencé à prêter attention à ce coin tranquille. Je n'ai pas changé mon comportement envers lui. C'était essentiel. Je lui faisais toujours un signe de tête dans le couloir. Je l'incluais toujours dans les briefings de car. Je lui demandais toujours son avis sur les petites décisions sur le terrain comme je l'avais toujours fait. Mais maintenant, j'observais, et ce que je voyais a commencé à s'accumuler. Ron faisait des appels personnels pendant sa pause dans l'escalier, loin des caméras. Je connaissais mieux que quiconque les angles morts de ce bâtiment, et cet escalier en était un. Il a commencé à arriver 5 minutes plus tôt les jours où je venais, comme s'il voulait être vu arriver avant moi. De petites choses, mais dans mon métier, les petites choses sont tout le travail. Le jeudi, j'ai examiné 2 semaines de journaux d'accès sur l'ordinateur du bureau de sécurité. Notre système enregistrait chaque connexion et chaque fichier accédé. Ron avait consulté mes dossiers personnels de planification 2 fois au cours des 3 dernières semaines, le calendrier qui montrait mes longues heures de travail, mes jours de congé, mes lacunes de couverture. Il n'avait aucune raison opérationnelle d'accéder à ces fichiers. J'ai imprimé les journaux, les ai datés et les ai ajoutés à mon dossier. Vendredi matin, j'ai organisé un chevauchement de car avec un employé à temps partiel nommé Chris, ce qui m'a donné 40 minutes de libre au milieu de la journée. J'ai utilisé ces 40 minutes pour me tenir près de l'escalier et avec une raison d'être là, une inspection de routine du mécanisme de la porte coupe-feu, et j'ai écouté. Ron était au téléphone. Il parlait à voix basse, mais l'escalier portait le son mieux qu'il ne le savait. Elle est au centre commercial le mercredi maintenant, je crois. Oui, il a prolongé son car le jeudi, alors je ne sais pas. Elle a dit, continue juste à transmettre. J'ai noté l'heure. Je suis retourné au bureau. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit chaque mot que j'avais entendu verbatim pendant qu'il était encore frais. Ce soir-là, j'ai appelé Frank et lui ai donné la mise à jour. Tu dois geler cette fuite discrètement, a dit Frank. Tu ne peux pas le virer, cela a l'air très Donna que tu es en mouvement, mais tu peux commencer à lui donner de fausses informations. Mais quelque chose de plausible mais faux dans ton emploi du temps, quelque chose sur quoi elle pourrait agir. Vois ce qui en ressort. J'y ai réfléchi pendant une journée. Puis j'ai mis à jour mon calendrier de planification partagé pour montrer un faux quart de nuit le mardi suivant. Un bloc de 12 heures qui n'existait pas. Je n'ai rien dit à personne. J'ai décidé de le laisser là où Ron pourrait le trouver. Mardi soir, j'étais rentré chez moi à 18 heures. Je me suis garé dans la rue, je suis revenu à pied et je suis entré par la porte latérale. La voiture de Donna était dans l'allée. Elle était au téléphone dans la cuisine, parlant à voix basse. Elle a arrêté quand elle m'a entendu entrer. Je croyais que tu avais un quart de nuit, a-t-elle dit, son calme maintenu, mais ses yeux s'aiguisant. Le quart a été couvert, ai-je dit simplement, posant mes clés sur le comptoir. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Elle m'a regardé une demi-seconde de trop. Puis elle a dit qu'elle était sur le point de commencer quelque chose et s'est tournée vers la cuisinière. Je me suis assis à la table de la cuisine et les regardais se déplacer dans la cuisine avec le même calme que j'apportais à chaque service. Le piège avait fonctionné. Ron avait tiré le calendrier. Il l'avait transmis à Donna et Donna avait passé un coup de fil ou annulé le plan basé sur un quart qui n'avait jamais existé. Maintenant, j'avais une boucle confirmée. Ron à Donna à Bryce. Le triangle entier était clairement établi. J'ai dîné avec ma famille ce soir-là. J'ai aidé Lily avec ses mots d'orthographe après. J'ai regardé la fin d'un match avec Cooper avant le coucher. Et quand la maison a été silencieuse, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 3 mots en haut d'une nouvelle page. Preuve complète. Procédé. Le numéro de Patricia était déjà dans mon téléphone. Le matin, j'allais l'appeler avec une date.
Patricia m'avait dit de continuer à recueillir des preuves et de rester silencieux. J'étais bon dans les deux, mais l'appel que j'ai reçu un mardi soir, 3 semaines après le début de tout cela, n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Le numéro était inconnu. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale. Quelque chose m'a poussé à répondre. Gary, la voix était plus âgée, prudente. C'est Norma, la mère de Donna. Je suis sorti sur le porche arrière et j'ai fermé la porte derrière moi. Cooper avait la télévision allumée dans le salon. Lily dormait déjà. Norma, ai-je dit, c'est une surprise. J'imagine que oui, a-t-elle fait une pause. Le genre de pause qui signifie que quelqu'un décide de ce qu'il va dire. Je vais aller droit au but car je n'ai pas la patience pour autre chose à mon âge. Je sais ce que ma fille fait. Je le sais depuis un moment et je veux que vous compreniez que je ne l'approuve pas. Pas du tout. Je me suis appuyé contre la balustrade du porche et n'ai rien dit. Dans mon métier, le silence est le meilleur moyen de laisser quelqu'un continuer à parler. Elle a laissé son iPad chez moi il y a 2 semaines, a continué Norma. Je n'espionnais pas. Il était posé sur mon comptoir de cuisine et un message est apparu à l'écran d'un homme nommé Bryce. Une autre pause. J'en ai lu assez pour comprendre la situation. Norma, j'ai commencé. Laissez-moi finir, a-t-elle dit fermement. J'ai 2 petits-enfants dans cette maison. Cooper et Lily n'ont rien choisi de tout cela et ils ne méritent pas d'être pris au milieu de ce jeu que Donna joue. J'ai élevé ma fille mieux que ça et je ne vais pas rester sur la touche et faire semblant de ne pas le voir. J'ai expiré lentement. Que proposez-vous, Norma? J'ai des captures d'écran, a-t-elle dit. Je les ai prises avant de rendre l'iPad. 3 conversations distinctes entre Donna et cette personne Bryce. Ils parlent d'argent, Gary. De compte, de timing. Elle a de nouveau fait une pause. Je vous les enverrai ce soir si vous me donnez votre email. Et je veux votre parole que ces enfants seront bien pris en charge. Vous avez ma parole, ai-je dit. C'est la seule chose pour laquelle je me bats. Les captures d'écran sont arrivées 40 minutes plus tard. Je les ai directement transférées à Patricia avec un bref message. Nouvelle preuve, source crédible, détail demain. Puis je me suis assis à la table de la cuisine et je les ai lus 3 fois. Donna et Bryce se coordonnaient depuis des mois. Les captures d'écran couvraient des conversations s'étendant sur 6 semaines et elles faisaient référence, au compte, une expression qui est apparue 4 fois, ainsi que des montants spécifiques qui correspondaient au retrait que j'avais déjà documenté de son compte d'épargne joint. Dans un échange, Donna a écrit, Linda dit que nous passerons au dépôt après les vacances. Gardons le voyage de décembre secret. Linda, c'était Linda Farr, l'avocate de Donna. Ce qui signifiait que Donna avait déjà retenu les services d'un avocat sans me le dire. Elle avait un avocat, un plan, un calendrier et un voyage de fuite réservé. Et elle se promenait dans notre maison chaque soir comme si tout était normal. J'ai rencontré Patricia le lendemain matin et je lui ai remis les captures d'écran imprimées. Elle a étudié chacune d'elles attentivement. Celles-ci sont significatives, a dit Patricia. Combinées au dossier financier et aux billets d'avion, nous avons un schéma clair de tromperie coordonnée. Je veux demander la garde temporaire d'urgence avant qu'elle ne fasse autre chose. Elle a levé les yeux vers moi. Plus vite nous agirons, moins elle aura de marge de manœuvre. Faites-le, ai-je dit. Cet après-midi-là, en rentrant à ma voiture depuis le bureau de Patricia, j'ai appelé Frank. Ça bouge, lui ai-je dit. Comment tu tiens le coup, a demandé Frank. J'y ai réfléchi honnêtement. Je vais bien, ai-je dit. En colère, mais ça va. La colère est utile en ce moment. Frank est resté silencieux un instant. Earl sait quelque chose? Mon père, 75 ans, vivant seul dans la maison où il m'avait élevé. Et là-bas à Gahanna, aussi vif qu'une punaise et 2 fois plus têtu. Pas encore, ai-je dit, mais il le saura bientôt. L'audience de garde d'urgence a été fixée à un jeudi. Patricia avait agi vite. Je lui en ai donné le mérite. Le mercredi soir, j'avais les sacs des enfants faits et dans le coffre de ma voiture. J'ai dit à Cooper et Lily que nous partions en voyage chez grand-père Earl pour quelques jours. Que maman avait des choses à régler à la maison. Cooper m'a lancé un long regard. Il avait 13 ans, assez vieux pour sentir le courant sous-jacent, mais il a hoché la tête et a aidé sa sœur avec son sac à dos. Earl vivait dans un ranch de 3 chambres dans une rue tranquille de Gahanna, à 20 minutes de notre maison.
Je l'ai appelé depuis l'aller avant que nous partions. Papa, ai-je dit, j'ai besoin de t'amener les enfants pour quelques jours. J'expliquerai tout quand j'arriverai. Conduis prudemment, a seulement dit Earl. C'était mon père en un mot. Pas de drame, pas de questions inutiles. Il avait été machiniste pendant 31 ans. Il comprenait que certaines choses devaient être faites avant d'être expliquées. Quand nous sommes arrivés, Earl était déjà sur le porche d'entrée dans sa chemise à carreaux malgré le froid de novembre. Il a serré les deux enfants dans ses bras sans un mot sur la raison de leur présence, a dit à Lily qu'il avait acheté les bonnes céréales et a demandé à Cooper s'il voulait voir le nouveau projet de menuiserie dans le garage. Juste comme ça, la tension dans la voiture s'est dissipée. C'était le don d'Earl. Il rendait l'espace sûr sans en faire une production. J'ai aidé à installer les enfants, puis je me suis tenu avec mon père dans la cuisine pendant qu'il s'arrangeait dans la chambre arrière. Donna, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Il n'a pas demandé de détails. Il a juste versé une tasse de café à chacun de nous et s'est assis à table de la même manière qu'il s'était assis à cette table à travers 30 ans de problèmes. Stable, sans hâte, présent. Ces enfants vont s'en sortir, a-t-il demandé. C'est ce sur quoi je travaille, lui ai-je dit. Il a de nouveau hoché la tête. C'était suffisant pour Earl. Le lendemain matin, je me suis rendu au palais de justice pour l'audience. Patricia était déjà là, calme et préparée, son dossier organisé et son expression neutre de la manière qui me disait qu'elle avait fait cela une centaine de fois. Donna est arrivée avec Linda Farr 12 minutes plus tard. Donna avait l'air soigné mais tendu. Il y avait quelque chose derrière ses yeux que je reconnaissais après des années à observer des gens sous pression au travail. Elle ne s'attendait pas à ce calendrier. L'audience a duré 40 minutes. Patricia a présenté les preuves méthodiquement, les documents financiers, les billets d'avion pour Tampa, les captures d'écran que Norma avait fournies et une déclaration signée de Frank concernant les résultats de la surveillance. Linda Farr a contesté l'angle de la surveillance, arguant de son admissibilité, mais la juge, une femme posée d'une cinquantaine d'années nommée juge Callaway, a écouté les deux parties sans expression et a ensuite parlé. Le tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants pour accorder la garde physique exclusive temporaire à M. Lang en attendant une audience complète, a-t-elle dit. Madame Lang aura des visites programmées et supervisées pour l'instant, compte tenu des circonstances présentées. Donna s'est levée à moitié. Linda Farr lui a touché le bras pour la maintenir assise. Ce n'est pas la décision finale, a continué la juge Callaway, regardant directement Donna, mais je conseillerais vivement à toutes les parties de se comporter en conséquence dans l'intervalle. Dehors, dans le couloir, après l'audience, Donna s'est dirigée vers moi, Linda Farr un demi-pas derrière. Sa voix était basse et tendue. Tu penses vraiment que tu peux juste me les prendre, Gary? Ce sont mes enfants. Je les regardais calmement. Ce sont des enfants, et en ce moment, le tribunal est d'accord avec moi pour dire qu'ils ont besoin de stabilité. Ce n'est pas une punition, Donna. C'est une conséquence. Elle m'a fixé. Quelque chose a vacillé dans son expression. Pas de la culpabilité exactement, mais quelque chose dans ce voisinage. Tu aurais dû juste accepter les choses, a-t-elle dit. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés la nuit où elle était sortie, habillée pour Bryce. Je sais que tu le crois, ai-je dit calmement. C'est toujours ce qui nous a séparés. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu Linda Farr dire quelque chose à Donna à voix basse. Et j'ai entendu la réponse de Donna, une expiration courte et nette qui n'était pas tout à fait un mot. J'ai traversé les portes du palais de justice pour entrer dans l'air froid de novembre, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de mon père pour chercher mes enfants. La vie a une façon de vous forcer dans des situations imprévues. J'avais passé des semaines à bâtir un dossier minutieux et méthodique. Documents organisés, avocate briefée, chaque mouvement calculé. Ce que je n'avais pas calculé, c'est de tomber sur Bryce Howell un samedi matin dans le rayon des céréales du Creuset sur Stelza Road. Je l'ai reconnu immédiatement grâce à la photo que Frank avait trouvée. 40 ans, corpulence moyenne, portant une veste polaire grise et tenant une boîte de granola comme s'il n'avait aucun souci au monde. Il regardait son téléphone quand j'ai contourné le bout de l'allée avec mon chariot. Il a levé les yeux une demi-seconde. Aucun de nous n'a bougé. Il savait qui j'étais. Je pouvais le voir à la façon dont son expression a changé. Une rapide recalibration,
le genre que les gens font quand ils sont pris quelque part où ils préféreraient ne pas être pris. Il a entrouvert la bouche, l'a refermée, puis a essayé d'être décontracté. « Salut », a-t-il dit. J'ai arrêté ma voiture à environ 1,20 mètres de lui. Je l'ai regardé comme j'avais regardé les voleurs à l'étalage pendant 11 ans. Fixement, patiemment, sans hostilité, juste en observant. « Bryce », ai-je dit, pas une question. Il s'est légèrement redressé. « Écoute, mec, je ne veux pas d'ennuis. »« Je ne suis pas là pour les ennuis », ai-je dit, gardant ma voix basse et régulière. « Je suis là pour les céréales. » J'ai fait une pause juste assez longue. « Mais puisque nous sommes ici, tu devrais savoir que tout ce que toi et Donna avez planifié est déjà sur le bureau d'un juge. Les billets pour Tampa, les virements de compte, tout. » J'ai maintenu son regard. « Quoi que tu pensais construire avec elle. Tu devrais peut-être réfléchir attentivement si ça vaut toujours la peine d'être construit. » Il m'a fixé. Sa mâchoire s'est serrée, puis s'est relâchée. Il essayait de trouver quel mouvement faire et ne trouvait rien. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » a-t-il dit finalement, sa voix plus basse maintenant. « Je sais que tu ne voulais pas, » ai-je dit. Personne ne le veut jamais. J'ai poussé mon chariot devant lui et j'ai continué à avancer dans l'allée. Je n'ai pas regardé en arrière. Ma main était stable sur la poignée du chariot, ma respiration. Même la colère était là. Elle était toujours là en dessous, mais j'avais appris à l'utiliser comme carburant plutôt que comme feu. On ne gagne rien en explosant. On gagne en étant le dernier homme debout quand la poussière retombe. J'ai envoyé un SMS à Frank depuis le parking. Croisé Howell à Croget. Dis mon mot. Pas d'incident. Frank a répondu par un seul mot. Bien. Cet après-midi-là, Donna a appelé mon portable. Les enfants étaient chez Earl pour le week-end. Une nouvelle routine que nous avions établie depuis l'audience. Et j'étais à la maison, parcourant des papiers à la table de la cuisine. « Tu as parlé à Bryce ?» a-t-elle dit. Sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle gérait sa colère en public. Contrôler mais sous pression. « Oui », ai-je dit. « Tu n'en avais pas le droit. » Je l'ai croisé à l'épicerie, Donna. J'ai dit quelques mots et j'ai continué mes courses. Vérifie avec ton avocat si c'est un problème. J'ai fait une pause. Pendant que tu y es, interroge-la sur la réservation du vol pour Tampa. Patricia a déposé une requête ce matin la citant comme preuve d'intention de déplacer les enfants sans consentement. Cela pourrait valoir la peine d'en discuter. Silence sur la ligne assez longtemps pour que je pense qu'elle avait pu raccrocher. Tu penses que tu es tellement en avance sur moi, a-t-elle dit finalement. Sa voix avait baissé, devenant plus douce et plus dure. Je n'essaie pas d'être en avance sur toi, ai-je dit. J'essaie de protéger Cooper et Lily. C'est la seule course que je mène. Elle a mis fin à l'appel sans un autre mot. J'ai posé le téléphone sur la table et suis retourné à mes papiers. 2 jours plus tard, Donna a fait quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle s'est présentée chez mes parents, chez Earl à Gahanna. Un lundi après-midi, pendant que les enfants étaient à l'école, je n'étais pas là. Earl m'a appelé après. Elle est venue à la porte, m'a-t-il dit, sa voix mesurée. Elle voulait savoir si les enfants étaient là. Je lui ai dit qu'ils étaient à l'école et elle le savait déjà. Il a fait une pause. Elle a commencé à dire que tu lui avais tout pris et qu'elle voulait juste retrouver sa famille. Que as-tu dit à ça? Je lui ai dit, a dit Earl lentement, qu'une famille ne part pas d'elle-même. Elle est laissée. Et puis je lui ai dit que mon fils la contacterait par l'intermédiaire de son avocat. Et j'ai fermé la porte. J'ai tenu le téléphone et j'ai laissé cela reposer un instant. 75 ans est toujours l'homme le plus stable que je connaisse. Merci, papa, ai-je dit. Conduis prudemment, a-t-il répondu et a raccroché. Ce soir-là, j'ai raconté la visite à Patricia Howe. Elle l'a noté, l'a ajouté au dossier et m'a dit, assurez-vous que l'école des enfants dispose de la documentation sur l'arrangement de garde, afin que Donna ne puisse rien tenter de similaire là-bas. J'ai appelé l'école dès le lendemain matin et j'ai parlé personnellement à la directrice. Des copies certifiées de l'ordonnance de garde étaient dans le système de l'école avant midi. J'apprenais à avoir 3 longueurs d'avance. Après 23 ans à surveiller les angles morts des autres pour gagner ma vie, je l'appliquais enfin là où cela comptait le plus. L'audience de garde complète était prévue un mardi début décembre,
3 semaines avant le vol pour Tampa que Donna avait réservé et apparemment pas encore annulé. Patricia m'a dit que c'était significatif. Le fait que la réservation existait toujours renforçait considérablement l'argument du déménagement sans consentement. J'ai porté mon bon costume anthracite, le même que j'avais porté à la cérémonie de remise des prix de l'école de Cooper il y a 2 ans. Il me seyait toujours. J'ai conduit au palais de justice seul, me suis garé à 2 pâtés de maison et suis entré avec mon dossier et un esprit clair. La salle d'audience était plus grande que celle où nous avions été pour l'audience d'urgence. Plus formelle, plus de monde. Donna était déjà assise quand je suis arrivé. Linda Farr à côté d'elle dans un blazer sombre. Donna s'était habillée soigneusement, une tenue bleu marine, les cheveux nets, l'expression posée. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'efforçait de ressembler à la personne qu'elle n'était plus. Patricia m'avait bien préparé à ce à quoi m'attendre. La stratégie de Linda Farr, m'avait dit Patricia, allait se concentrer sur 2 choses, présenter la surveillance comme une violation de la vie privée et de l'autonomie de Donna et introduire le concept de contrôle émotionnel. Arguant que Gary Lang avait passé des années à maintenir sa femme financièrement dépendante et psychologiquement contrainte. Je devais reconnaître à Linda Farr. Elle l'a construit raisonnablement bien. Elle a parlé de l'accès limité de Donna au compte financier. Son sentiment d'être surveillée et gérée dans un mariage, le déséquilibre de pouvoir de vivre avec un homme dont l'expérience professionnelle était dans la surveillance et la sécurité. Elle était lisse et expérimentée, et j'ai vu plusieurs personnes dans la galerie hocher légèrement la tête. Puis Patricia s'est levée. Elle a commencé par les relevés bancaires. 14 mois de retrait systématique du compte joint totalisant un peu plus de 14 000 $ effectués exclusivement les jours où Gary Lang travaillait de longues heures. Elle a posé la chronologie sur la table comme une série de photographies, chacune se mettant en place. Puis sont venus les billets d'avion. Patricia a expliqué la réservation pour Tampa, 2 passagers, le 19 décembre, et le sac de sport trouvé dans le garage, les chaussures pour hommes, l'argent liquide, l'enveloppe. Elle a noté que le 19 décembre tombait 6 jours avant Noël, date à laquelle les enfants s'attendraient normalement à être à la maison avec les 2 parents. Puis sont venues les captures d'écran de Norma. Patricia les a présentées soigneusement, établissant la crédibilité de Norma, une femme de 69 ans sans intérêt dans la procédure au-delà du bien-être de ses petits-enfants, qui s'était manifestée volontairement. Les captures d'écran montraient un plan financier coordonné entre Donna et Bryce s'étendant sur 6 semaines, y compris l'expression « Linda dit, nous passerons au dépôt après les vacances », ce qui a provoqué une réaction visible de la juge Callaway. Linda Farr a objecté 2 fois pendant cette section. Les 2 objections ont été notées et rejetées. Lorsque Patricia a abordé directement la surveillance, elle l'a encadrée avec la précision que j'attendais d'elle. Un homme ayant une formation professionnelle et une documentation en observation, observant son propre foyer, utilisant un équipement obtenu légalement, répondant à une suspicion raisonnable et bien fondée de fraude financière, non pas une violation, mais un acte de protection. La juge Callaway a posé plusieurs questions pendant la présentation. Des questions ciblées et spécifiques sur la chronologie financière, sur les horaires scolaires des enfants, sur l'effet de l'arrangement temporaire de garde existant sur la vie quotidienne des enfants. Patricia a répondu à chacune d'elles clairement. Puis ce fut le tour de Donna à la barre. Elle s'est bien tenue pendant les 15 premières minutes. Réponse composée, formulation prudente, tout ce que Linda Farr avait approuvé. Mais lorsque Patricia a commencé le contre-interrogatoire et a commencé à passer en revue les dates spécifiques des relevés de retrait bancaire, demandant à Donna de confirmer chacun d'eux, le calme a commencé à montrer des fissures. Lors de ce retrait de 1 800 $ le 3 octobre, a dit Patricia, sa voix entièrement conversationnelle. « Vous avez effectué ce retrait ? » « Oui, » a dit Donna, « pour les dépenses du ménage. » « Pouvez-vous fournir des reçus pour ces dépenses du ménage ? » Une pause. « Je ne garde pas tous les reçus. »« Bien sûr, » a dit Patricia, « et le retrait du 9 septembre ? » Également pour les dépenses du ménage ? Oui. Et celui du 21 août ? Les pauses entre les réponses de Donna s'allongeaient légèrement à chaque fois. Au 6e retrait, Linda Farr a interjeté une objection procédurale que la juge a autorisée brièvement avant que Patricia ne reprenne. Au moment où Patricia a terminé, le tableau était complet. Pas dramatique, pas théâtral, juste méthodique et clair. La façon dont les preuves réelles fonctionnent. La décision du juge Callaway est tombée 40 minutes après les plaidoiries finales. Garde physique exclusive à Gary Lang. Visite structurée pour Donna,
non supervisé un week-end sur 2 une fois qu'un conseiller familial aurait approuvé l'arrangement. La réservation pourtant pas signalée comme preuve de risque de fuite potentielle. Les déplacements de Donna en dehors de l'Ohio nécessitaient une approbation préalable du tribunal pour la durée des procédures et un renvoi officiel au bureau du procureur du comté concernant les dossiers financiers. Pas un verdict, pas une accusation, juste un renvoi. Mais cela signifiait que quelqu'un d'autre examinait maintenant ces 14 mois de retrait avec des yeux officiels. Donna n'a rien dit après la décision. Elle est restée très immobile pendant que Linda Farm prenait des notes à côté d'elle. Je ne l'ai pas regardée longtemps, juste assez longtemps pour voir que la certitude qu'elle avait portée depuis la nuit où elle était sortie dans sa robe verte avait finalement disparu. Dehors, dans le couloir, Patricia m'a serré la main une fois. « Bien joué », a-t-elle simplement dit. J'ai hoché la tête, j'ai pris mon dossier, je suis sorti dans l'air froid de décembre et j'ai appelé Earl pour lui dire que j'allais chercher les enfants. Les semaines entre l'audience de garde et Noël furent les plus étranges de ma vie d'adulte. En surface, les choses semblaient presque normales. Les enfants à l'école, le dîner sur la table, les lumières de la maison allumées, parce que Cooper avait demandé si nous allions toujours faire les lumières extérieures cette année, et j'avais dit oui sans hésitation. En dessous, le mécanisme des conséquences tournait régulièrement, et Donna ou Linda Farr ne pouvaient rien faire pour le ralentir. Donna avait déposé une contre-motion 2 semaines après la décision de garde, cherchant à faire annuler la preuve de surveillance et à faire réexaminer l'ordonnance de garde. Linda Farr l'a défendue avec tout ce qu'elle avait, l'angle de la vie privée, l'angle de l'expérience professionnelle, l'argument du déséquilibre de pouvoir qu'elle avait tenté lors de l'audience complète. Patricia l'a démantelé pièce par pièce au cours de 2 sessions et la juge Callaway a rejeté la motion un jeudi après-midi sans grande délibération. La même semaine, le bureau du procureur du comté a pris contact concernant les retraits du compte joint. Patricia s'attendait à cela. Un détective nommé Hartgrove m'a laissé un message vocal, professionnel et neutre, me demandant de venir à ma convenance pour examiner les dossiers financiers que j'avais soumis. Je suis venu un vendredi matin, j'ai apporté mon dossier de documentation complet et j'ai répondu à chaque question clairement et directement. Hartgrove était minutieux. Il a pris des copies de tout et m'a dit qu'il me contacterait. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux pendant 3 semaines, mais le processus avait été mis en branle, et c'est ce qui comptait. Linda Farr a tenté une dernière manœuvre début décembre, une motion arguant que la profession de Gary Lang lui conférait un avantage injuste dans la construction d'un dossier basé sur la surveillance. Que sa formation lui avait essentiellement permis de construire un récit plutôt que de documenter une réalité. C'était créatif. Je lui accorde ça. Patricia m'a appelé après avoir reçu la requête, et j'ai pu entendre l'amusement contenu dans sa voix. Elle est à bout de course, a dit Patricia. Celle-ci ne tiendra pas, elle n'a pas tenu. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est l'après-midi où Donna m'a appelé. Pas par l'intermédiaire de son avocate, pas pour des questions de logistique, juste elle qui appelait comme elle le faisait au début de notre mariage, quand elle téléphonait du salon entre 2 clientes juste pour parler. C'était un mardi. Les enfants étaient à l'école. Je sais que ça ne change rien, a-t-elle dit. Sa voix sonnait différemment, épurée de la confiance qu'elle avait portée tout l'automne, mais j'ai besoin de le dire. J'ai tout mal géré. Tout ça. Je me suis assis à la table de la cuisine. Donna, je ne demande rien, a-t-elle dit rapidement. Je sais qu'il est trop tard pour ça. J'ai vu ce que tu as dit à Cooper le week-end dernier quand il t'a demandé pourquoi tout devait changer. Je l'ai déposé et je t'ai entendu par la fenêtre. Tu lui as dit que certaines choses changent, mais que les parties qui comptent restent les mêmes. Elle a fait une pause. Je n'aurais pas pu dire ça. Je ne pense pas que j'aurais pensé à dire ça. Je suis resté silencieux un instant. Il y avait une partie de moi, pas une grande partie, mais une partie honnête qui a ressenti le poids de 18 ans dans cet appel téléphonique. Les années avant que ça tourne mal. La femme qu'elle avait été avant de décider qu'elle méritait quelque chose de différent de ce que nous avions construit. Les enfants t'aiment, Donna, ai-je dit. Ça ne disparaît pas. Ce que tu en fais à partir de maintenant? C'est à toi de voir. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis doucement, je sais. Nous avons raccroché. Je suis resté assis à table un moment. Puis je me suis levé, j'ai rincé ma tasse de café et je suis allé vérifier les lumières extérieures. 2 des guirlandes étaient éteintes du côté gauche de la maison, et je voulais les réparer depuis 3 jours. Bryce Howell a discrètement disparu de la scène à peu près au même moment.
Frank l'a confirmé. Plus aucun contact entre lui et Donna. Plus de visite à Columbus qu'il ne pouvait tracer. Que sa femme à Cleveland l'ait découvert ou que les procédures légales aient simplement rendu tout trop compliqué, je ne le savais pas et n'avais pas particulièrement besoin de le savoir. Il était parti. Ce que Donna avait cru poursuivre s'était dissous comme ces choses le font généralement lorsque les circonstances cessent d'être faciles. Ron Brigg a démissionné de Milberg Square la 2e semaine de décembre. Il a donné 2 semaines de préavis et a dit que c'était pour des raisons personnelles. J'ai accepté sa démission professionnellement, je l'ai remercié pour ses années de service et je n'en ai pas dit un mot de plus. Il savait ce que je savais. Le dire à voix haute n'aurait aidé aucun de nous. Le renvoi au bureau du procureur est resté ouvert à la fin de l'année. Patricia m'a dit que ces choses avançaient lentement et que je ne devais pas m'attendre à une résolution rapide. Je ne cherchais pas de résolution. Je regardais mes enfants prendre leur petit déjeuner un samedi matin, le soleil d'hiver entrant par la fenêtre de la cuisine. Et c'était la seule résolution dont j'avais besoin en ce moment. 14 mois après cette nuit d'octobre où Donna est sortie dans sa robe verte et m'a dit que j'avais toujours tout accepté. J'étais assis sur les gradins en aluminium froid d'un gymnase de collège, regardant Cooper jouer un tournoi de basket-ball. Il avait rejoint l'équipe en septembre. Je l'avais conduit à chaque entraînement et à chaque match depuis. Lily était assise à côté de moi sur les gradins avec un thermos de chocolat chaud. Ses bottes donnaient des coups rythmiques contre le siège en dessous alors qu'elle regardait son frère. Elle faisait ce mouvement de balancement des jambes depuis qu'elle avait 3 ans. J'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais. Cooper a monté le ballon, a été écrané, a trouvé un coéquipier sur l'aile. Le coéquipier a manqué le tir. Cooper a attrapé le rebond lui-même. Tout en coude et en détermination, et l'a remis au panier. Le ballon est rentré. La petite foule a fait du bruit. Lily m'a attrapé le bras. « Tu as vu ça ?» a-t-elle demandé. « Je l'ai vu », ai-je dit. Au cours des 14 mois qui ont suivi l'audience complète, le mécanisme avait continué de tourner à son propre rythme. Les visites de Donna étaient passées de supervisées à non supervisées une fois que le conseiller familial l'a approuvé, ce qui a pris 4 mois et a exigé de Donna qu'elle suive un cours sur la responsabilité financière que le tribunal avait ordonné comme condition. Elle l'avait fait sans se plaindre, ce que Patricia m'a dit être un bon signe. J'ai choisi de le croire aussi. Le bureau du procureur du comté avait émis une constatation formelle sur les retraits du compte joint il y a 8 mois. Donna avait conclu un accord civil, restitution de 11 000 $, remboursé en plusieurs versements avec une peine avec sursis subordonné à la pleine conformité. Pas de prison. Je n'avais pas demandé de prison. J'avais demandé mon argent en retour et la reddition de comptes. Le système juridique, lentement et imparfaitement, avait livré les deux. Ron Brigg avait déménagé dans une autre ville. J'avais entendu par un contact mutuel qu'il travaillait dans la gestion de la vente au détail quelque part en Indiana. Je ne pensais pas souvent à lui. Bryce Howell était, d'après ce que Frank avait pu déterminer, retourné à sa vie à Cleveland. Que sa femme sache pour Columbus, je n'avais aucun moyen de le savoir et aucun intérêt à le découvrir. Ce n'était pas mon histoire. Il y a 3 mois, Donna était assise en face de moi dans un café. Sa suggestion, un endroit neutre, et nous avons parlé pour la première fois comme 2 personnes essayant de trouver comment être décentes l'une envers l'autre pour le bien de 2 enfants qui n'avaient rien choisi de tout cela. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était honnête. Et l'honnêteté, c'était quelque chose avec quoi je pouvais travailler. Elle m'avait regardé à travers la table et avait dit, « Je sais ce que j'ai gâché. Je le sais maintenant. » Je l'avais regardé en retour et lui avais dit, « Ce qui compte, c'est ce que tu construis à partir de maintenant pour eux. » Elle a hoché la tête. J'avais payé les 2 cafés et j'étais rentré chez moi. Frank avait pris une nouvelle affaire et n'avait plus besoin de mes mises à jour. Earl avait pris l'habitude de regarder les matchs de Cooper sur une diffusion en direct que j'avais configurée pour mon téléphone. Il n'avait jamais tout à fait maîtrisé les applications de streaming par lui-même, alors je l'appelais avant et je le guidais à chaque fois. Il m'envoyait des messages après, des phrases simples comme « Bon rebond au 3e quart-temps » ou « Les enfants ont de bonnes mains ». C'était Earl. C'était suffisant. Lily a fini son chocolat chaud, a posé le thermos entre nous sur les gradins, et a brièvement posé sa tête sur mon épaule. Elle faisait ça parfois maintenant. Une courte inclinaison, ne cherchant rien, juste pour prendre contact comme le font les enfants quand le monde semble assez stable pour être tenu pour acquis. J'ai mis mon bras autour d'elle un instant.
J'ai regardé Cooper se positionner en défense, son visage concentré et sérieux comme il l'était quand il était à fond. Il y a un an, j'étais dans une cuisine vide, me demandant comment tout ce que j'avais construit s'était effondré. J'avais passé 18 ans dans un mariage qui s'est avéré être à moitié une invention. 2 mois à documenter une trahison que je n'avais pas voulu trouver, et 14 mois à reconstruire quelque chose de plus petit et de plus solide sur un terrain que je possédais réellement. Je n'étais pas l'homme sur lequel Donna comptait pour rester en place. Je n'étais pas l'homme qui acceptait juste les choses. J'étais l'homme sur les gradins un samedi, et il n'y avait nulle part ailleurs sur terre où j'aurais préféré être.